la troisième fois que nous nous apprêtons à visiter le Guatemala. Après une brève escale à Mexico pour changer d'avion, nous revoici survolant la capitale, qui s'appelle aussi Guatemala. Guatemala, la ville, est bâtie sur un haut plateau très plat. La partie européenne est très moderne et n'a rien à envier à nos grandes cités. Mais elle a connu une expansion démographique si intense qu'elle a dû s'étendre sur des zones rongées par l'érosion et de profonds canyons séparent les quartiers couverts de bidonvilles. Un voyage au Guatemala est un retour brutal de quelques siècles en arrière. Sitôt quitté la capitale, le moindre village étonne l'étranger. Les marchés sont les témoins de toutes les traditions vestimentaires. Ces Indiens, descendants directs des Mayas, ne se déguisent pas pour les touristes. Le Guatemala est un des derniers pays vrais, le plus richement coloré de toute l'Amérique centrale. Après quelques heures dans ce village, pour nous remettre dans l'ambiance du Guatemala, nous avons pris la route, traversé de hautes chaînes de montagnes pour atteindre des régions plus basses. Les botanistes en herbe que nous sommes profitent de tous les changements climatiques pour s'émerveiller devant la flore. Après une longue route, Patrick Doram, qui faisait à nouveau partie du voyage, nous a arrêtés près d'une jolie petite rivière et s'est empressé de la polluer. Et oui, c'est lui qui soulève toute cette boue à la recherche d'un petit vivipare. Patrick avait très bien préparé son voyage. Il avait fouillé sérieusement la littérature spécialisée et savait ainsi trouver par ici une espèce endémique de Xipho. Il a donc longtemps battu ce petit ruisseau à grands coups d'épuisette, jusqu'au moment où, miracle, il en a attrapé une vingtaine d'un coup. C'était le grand bonheur. Pendant ce temps, Nicole attend sagement en me réparant une épuisette. Cette grande rivière est le Rio Chachmaïk. Elle a une particularité très intéressante. En effet, un peu plus en aval, elle s'enfonce dans la terre pour ressortir quelques kilomètres plus loin. Ce trajet souterrain semble être une barrière infranchissable pour les Xipho qu'a capturé Patrick. La roche calcaire a été érodée par l'eau, si bien que le fond de la rivière est un véritable labyrinthe aquatique, tout creusé de tunnels et de grottes. Dans cette rivière vit aussi une variété d'intermédiums assez particulière. Certains individus, assez rares, avaient le ventre tout rouge. Jamais je n'avais observé cela auparavant. Les intermédiums sont des poissons peu colorés, d'une teinte générale marron cuivré. Ces exemplaires à ventre rouge m'intéressaient beaucoup.
Dans une rivière pareille, impossible de passer le filet. J'en ai capturé quelques-uns à l'épervier, mais qui n'avaient pas cette coloration intéressante. Ce sera pour une autre fois. Nous revoici dans ce rio chachmaïque. L'eau est assez trouble et prive immédiatement la caméra des teintes rougeâtres de ses intermédiums. Les exemplaires capturés sont des couples en reproduction. On devine vaguement un reflet rosé sur les flancs, qui n'a rien de comparable avec la couleur observée sur quelques rares individus. Les routes sont épouvantables. Je crois que cette année, nous avons battu tous nos records. C'est la route nationale qui traverse toute la province du Petén. Nous avons réussi à franchir bon nombre de ces délicieux passages ravagés par les énormes camions. Jusqu'au moment où il n'est plus question de rouler. Les ornières étaient si profondes, pleines de boue, que nous avons été contraints de faire demi-tour. Notre petite camionnette était trop basse. Bien qu'à l'aller, nous avions fièrement franchi cette zone, le retour fut moins glorieux. Coincés, embourbés dans une argile épaisse et compacte. Ah, les routes nationales du Petén, elles sont bonnes. Après une demi-heure d'effort, la voiture n'avait pas bougé d'un pouce. Pas d'autre choix que d'attendre que quelqu'un passe pour se faire aider. Et vu qu'on bouchait le passage, on était sûr de l'arrêt du premier véhicule. Nous n'avons pas attendu plus d'une heure, quand voilà enfin un camion transportant quantité d'hommes. Alors là, tranquille. Patrick a commencé à pousser pour les stimuler un peu. Un peu plus loin, pendant que Patrick pataugeait dans un ruisseau pour rechercher ses vivipares, j'ai trouvé ces fleurs énormes. Paraît-il, ce sont les plus grosses fleurs du monde. Et comme attrait supplémentaire, elles sentent mauvais. Une fort désagréable odeur attire les mouches qui iront la féconder. Cette aristoloche, puisqu'elle s'appelle ainsi, est quand même bien curieuse. Un soir, après un orage épouvantable, dans un village perdu au fond du Petén, nous avons été accueillis par le missionnaire de cette paroisse du Christ Rédempteur. Nous garderons longtemps le souvenir de cette soirée. L'orage avait complètement détrempé la route. On retrouvait à nouveau embourbé là-dedans. C'était atroce. Nicole n'osait pas descendre du camion tant la boue était collante. Nous avons dû abandonner le véhicule au milieu de ce champ de labour qui est devenu la route pour la nuit. Et le lendemain, un 4x4 nous a tirés de ce bourbier.
soleil retrouvé, la journée sera nettement meilleure. Repéré sur une carte, un lac perdu au milieu de la forêt nous intéressait. Le missionnaire, pour nous aider, nous prêta un jeune guide car l'accès était difficile. Nous avons croisé cette forêt en train de mourir. Elle a été inondée et la construction d'une route surélevée a empêché l'eau de s'évacuer. Spectacle bizarre, un peu cauchemardesque. Après avoir longé pendant longtemps cette forêt agonisante, nous voilà dans notre lac. On nous avait promis une eau claire, elle était au rendez-vous. La promenade aquatique nous a encore étonnés. Le fond, très souple, très meuble, était tout creusé de profonds terriers. Si cela avait été aérien, nous aurions tout de suite pensé à des lapins. En fait, ce sont ces Torictis passionis qui creusent ces trous. Comme il n'y a aucune surface ferme pour déposer des œufs sur la surface, ils creusent pour trouver un substrat de ponte, jusqu'à plus de 50 cm. Cela ressemble, avouez-le, plus à un terrier de lapin qu'à un territoire de ponte de poissons. Le trop-plein de ce lac se vide par une petite rivière dans le rio Usumacinta. Aussi, rien d'étonnant à ce qu'on retrouve bon nombre des espèces de ce grand fleuve. Saint-Spilum, pas très coloré. Ce sable blanc ne favorise pas l'épanouissement des couleurs des poissons. À part les passionis, qui étaient d'un beau jaune, tous les autres étaient très fades. J'ai trouvé pas mal de couples en reproduction, et ces Saint-Spilum du Guatemala sont vraiment peu intéressants. J'ai sillonné tout le Mexique, tout le Guatemala, et je n'ai jamais vu un beau Saint-Spilum. J'en ai rapporté quelques fois, pensant qu'il se colorerait en captivité. Mais échec complet. L'espèce si belle, si colorée que nous possédons tous, je me demande d'où elle vient. Je ne l'ai jamais vue dans la nature. À un seul endroit de ce lac, on trouve quelques pierres. La faune était un peu plus abondante et variée à ce niveau-là. Salvini, Neki surveillent leurs jeunes avec beaucoup d'énergie. Ce lac est très profond. Les gens du pays prétendent qu'il a 200 ou 300 mètres de profondeur. Je n'ai pas pu vérifier. Mais je me demande comment a pu se former dans cette plaine un trou pareil, avec un contour circulaire et des pentes si régulières. Il existe, dans les zones rocheuses de la région, de profonds trous d'eau appelés cénotes. Ce sont les rivières souterraines qui avaient creusé des salles immenses, dont le plafond s'est effondré, et il en reste des petits lacs aux parois verticales. Mais rien de comparable avec ce site, dans ce sol sableux. Peut-être un cratère de météorite, mais je ne m'avancerai pas dans ces hypothèses, n'étant pas du tout spécialiste de géologie. La nuit tombée, je profite souvent de l'obscurité pour pêcher. En effet, dans le noir, les poissons dorment et leur capture est bien plus facile que la journée. J'ai fabriqué une épuisette spéciale pour la pêche de nuit. L'expérience m'a montré qu'avec une épuisette classique, la plupart des poissons arrivent à s'en échapper.
Généralement, ces pêches de nuit sont longues. Aussi, je mets toujours ma combinaison. Le poisson, recouvert par le filet, est facile à capturer grâce à cette épuisette. Les crabes sortent la nuit, alors que la journée, il est rare de les voir. Ils sont toutes pinces dehors, très agressifs. Beaucoup de cyclidés dorment contre les rochers. Cette épuisette permet de recouvrir la pierre en épousant par son bord libre plombé tous les contours du relief, et elle empêche toute possibilité de fuite. Certaines espèces sont plus difficiles que d'autres à prendre. Elles fuient devant l'éclat de la lampe. Les Torictis et les Theraps lentiginosum, par contre, sont faciles à capturer. Un poisson-chat. Encore un beau crabe qui fuit devant la lampe qui l'aveugle. Je suis à la recherche de quelques cyclidés rhéophiles de taille moyenne pour les transporter facilement, tels ces Theraps lentiginosum qui somnolent tranquillement plaqués contre une pierre. Patrick a voulu essayer lui aussi la pêche de nuit. Le filet recouvre tout, les issues sont bloquées, et quand le poisson se rend compte du danger, il fonce en avant et se prend dans les mailles. Voici un Theraps bellone. Il y en avait pas mal dans cette rivière, comme dans tous les affluents de l'Usumacinta que voici. Ce fleuve m'intéresse toujours beaucoup, car il y a quantité d'espèces de cyclidés qui y vivent. J'étais venu rechercher quelques jeunes cyclidés d'argent, car je sais qu'il y en a un peu plus en aval, j'en avais capturé l'année dernière à l'Épervier. Le cyclidé d'argent est un poisson extrêmement rare. J'en ai aperçu un seul petit en plongée, mais ne l'ai pas pris avec mon filet. Par contre, j'ai capturé pas mal d'autres cyclidés à l'Épervier. Torictis celeri, dont voici une femelle bien marquée avec sa tache noire et bleue dans la dorsale. Joli signe de féminité. Les poissons trop gros ne peuvent pas être ramenés et sont remis à la rivière. En voilà qui ont dû avoir une sacrée frousse. Mais tellement étonné qu'on le relâche, il se laisse reprendre à la main.
J'ai longtemps pêché à l'épervier, perfectionnant lentement mes gestes. Technique habituelle de conservation de nos poissons. Dans ces boîtes de 2 litres, nous mettons un peu d'eau, un poisson par boîte, et complétons le remplissage avec de l'oxygène pur. Des caisses isothermiques évitent les gros coups de chaleur de l'après-midi. Ce prédateur, que l'on capture assez souvent, vit plaqué sur le fond et attend qu'une proie passe pour l'aspirer, mais il n'est pas très joli. Le Théraps bellone perd rapidement ses couleurs quand il est captif. Mais malgré sa peur, on comprend bien que les gens du pays l'appellent les poissons clowns, avec ses lèvres bleues et tout son maquillage. Un Théraps lentiginosum. Cet individu n'a aucun petit point noir sur les opercules de le corps, alors que ses frères en sont tout constellés. C'est assez peu fréquent. Vivent aussi, dans cette région, quelques trop rares Théraps nourrissati. Un magnifique cyclidé d'argent, mais cet exemplaire, trop gros pour pouvoir être ramené, repartira à sa rivière. Celui-ci n'a pas de nom. Il semble que ce soit une nouvelle espèce, mais qui n'aura jamais un grand développement dans nos aquariums, car bien peu coloré. En grossissant, il devient un peu jaune, mais même avec les gros spécimens capturés, nous n'avons jamais été épatés. Nous quitterons cette région sans cyclidé d'argent, et nous changeons complètement de système fluvial. Nous sommes dans la vallée du rio Polochique. En une centaine de kilomètres, un petit ruisseau se transforme en un torrent impétueux, puis en une large rivière au fur et à mesure qu'il reçoit ses affluents. Il se jette finalement dans l'immense lac Isabal. Les poissons que l'on y rencontre sont presque tous différents de ceux du Jumacinta. Par exemple, ce chouco microphthalmus apparaît dans cette rivière, alors qu'il est totalement absent des rivières plus au nord. La vallée du rio Polochique est taillée dans le calcaire et de nombreuses grottes creusent les parois des montagnes qui l'encadrent. Atteignant les zones de faible altitude, la végétation change et les paysans pratiquent l'élevage de buffles. Quel délice de se vautrer dans la boue. Arrivés au lac Isabal, non loin de l'embouchure du Polochique, nous avons pêché activement, sachant que nous trouverions des espèces intéressantes. Le ciel n'était pas avec nous, et nous avons passé tout l'après-midi sous la pluie. Heureusement, il ne faisait pas trop froid. Nicole s'est réfugiée dans la camionnette et nous a courageusement filmés derrière sa vitre, bravant les éléments.
faune autochtone est venue nous aider à pêcher. Comme toujours, nous nous sommes laissés entraîner à capturer trop de poissons. Ils s'accumulent dans le seau, finissent par manquer d'oxygène et risquent de mourir pendant le transport. Mais qu'il est difficile de se retenir quand il y a tant d'espèces intéressantes. Dans ce lac, il y a beaucoup de Robertsoni, assez colorés. Certains sont beaucoup plus brillants et lumineux que d'autres. Présents aussi, en très grand nombre dans le lac Isabelle, les oréums. C'est la variété bleu-vert. J'aime beaucoup ces poissons. Ils sont très colorés, surtout en aquarium. La tête est toute ponctuée de jolis petits points bleus. Autre curiosité de ce lac, l'Eryctis bocourti. Il est assez rare et difficile à pêcher. De plus, sa conservation pendant le transport est très problématique. Les quelques spécimens ramenés ne se sont pas encore reproduits et c'est bien dommage, car ils sont d'une couleur intéressante. Autre beauté de cette région, le Parapetenia motaguense. Les femelles ont les joues tout orangées avec des liserés bleutés. Ce poisson me plaît beaucoup. C'est, par sa forme, un proche parent du Managuense. Autre nouveauté découverte dans ce lac Isabelle, le Spinosissimum, petit seclidé nain. Malgré la pluie, les gamins du quartier étaient venus voir ce que l'on fabriquait. Les analyses d'eau que faisait Patrick les ont beaucoup intrigués. À nouveau, changement complet de région, nous revoilà sur la côte pacifique. Ces curieux vivipares, que nous appelons des quatre-yeux, sont un chef-d'œuvre de la nature. Ils ont l'habitude de nager près de la surface et leurs yeux se sont adaptés à la vision aérienne tout en conservant la vision aquatique. Leur œil s'est transformé et a deux rayons de courbure différents. Dans les petits fleuves côtiers, pour la première fois, je capturais des Longimanus. Les Parapetenia trimaculatum sont de vieilles connaissances. On en avait trouvé dans les rivières mexicaines. Quant à ce gros goby, il n'a rien à voir avec les cyclidés. Poursuivant notre chemin, nous sommes rentrés à nouveau dans le Péten pour essayer de trouver le plus beau poisson du monde. Je veux dire bien sûr le Norisati. Je savais qu'on pouvait en trouver dans cette petite rivière, mais ils sont difficiles à pêcher. Au pied d'un ceiba monumental, arbre national du Guatemala, avec ses énormes racines trempant directement dans l'eau, nous avons réussi à prendre quelques jeunes, malheureusement pas encore très colorés.
même ainsi, c'est bien le plus beau. Et quel air intelligent. Nous allons terminer cette première partie du voyage par la visite du site de Tikal. Tikal est le plus grand site maya de tout le Guatemala. Pendant un millénaire environ, furent édifiés plus de 3000 édifices dans cette zone, avec un nombre d'habitants relativement faible, 50 à 60 000 au mieux de l'apogée. Il est stupéfiant d'imaginer le travail qui a été fait. Au milieu d'une forêt très épaisse, culmine à 50 mètres du sol le sommet des plus hauts temples. La forêt est richement habitée par des centaines d'espèces d'oiseaux, perroquets de toutes sortes et fabuleux toucans. C'est une visite à ne pas manquer. L'harmonie de l'architecture, la beauté de la forêt qui l'enveloppe font de Tikal le site archéologique le plus beau, le plus envoûtant de toute l'Amérique centrale. Après une quinzaine de jours passés au Guatemala, nous allons rejoindre le Belize par la voie aérienne. Nous survolons une nouvelle Petén. Les routes parfaitement tracées paraissent excellentes. C'est pourtant sur celle-ci que nous nous sommes restés bloqués avec notre minibus il y a une semaine. De l'avion, nous voyons très bien toutes les zones de forêt qui ont été détruites. La plupart du temps, ces endroits ne sont même pas cultivés. On se demande pourquoi ils coupent tout. Nous arrivons sur le lac Petén. Ce très grand lac a vu son niveau s'élever rapidement quelques années auparavant, à la fin de la saison des pluies, et n'est jamais redescendu. Beaucoup de maisons sont restées inondées, et comme ici, la route s'enfonce dans le lac. La forêt brûle de partout. En une demi-heure de vol, nous avons vu des dizaines de feux. Nous approchons du Belize. Mais qu'est-ce que c'est le Belize? C'est un pays, un tout petit pays, peuplé d'environ 180 000 habitants, presque tous noirs. C'est l'ancien Honduras britannique devenu indépendant. Nous étions attendus à l'aéroport par un ami de Patrick Doram, un jeune Suisse appelé Gaspard. Ce garçon passait une année sabbatique dans une réserve naturelle créée par une fondation suisse, la réserve de Shipstern. De la réserve. La production de cocon est envoyée en Suisse dans un papillorama ouvert au public. Certains papillons sont parfois difficiles à élever, car les chenilles ne se nourrissent souvent que d'une seule espèce de plante. Et il faut donc pouvoir se procurer toute l'année les dites plantes pour élever les bébés chenilles. Les papillons s'accouplent et pondent dans ces espaces clos par des moustiquaires. Les œufs éclosent et les chenilles sont récoltées une à une sur les feuilles. Afin d'éviter le cannibalisme, les chenilles sont élevées individuellement dans ces gobelets en carton. Chaque jour, la précieuse feuille est changée, ces demoiselles n'aimant pas les feuilles flétries. C'est un travail long et minutieux
qui me rappelle nos transports de poissons dans les boîtes en plastique avec les changements d'eau journaliers. Quel bel exemplaire! On se demande où la nature va chercher des formes pareilles. Voilà un phasme. Il en existe de nombreuses variétés. Ce jeune pécari fait partie des animaux élevés autour de la ferme à papillons. Il est très affectueux. Notre ami Gaspard nous a fait visiter quelques sites intéressants de la réserve, qui fait plus de 10 000 hectares. Dans les nombreux marécages, toute une faune très intéressante. Nous avons eu la chance de surprendre ces ibis qui se sont envolés à notre approche, et une spatule toute rose avec son large bec. Nous avons été étonnés par la quantité d'animaux rencontrés au Belize. Il faut dire que Gaspard nous a beaucoup aidés à les découvrir. Ce jeune garçon d'une vingtaine d'années à peine est un expert dans tout ce qui touche à la nature. Il a un bel avenir devant lui. Patrick n'a pas manqué une occasion de visiter les moindres flaques d'eau. Et quand je dis flaques d'eau, je n'exagère pas. Celle-ci ne faisait même pas un demi-mètre carré. Pourtant, il a trouvé au moins 6 ou 8 espèces différentes, dont un cyclidé. Incroyable. Une gambusie. Un Bélonnésox. Ces petits brochetons vivipares sont des prédateurs. Leur taille maximum est d'une quinzaine de centimètres environ, et ils ont des dents bien pointues. C'est le résultat de la pêche dans ce minuscule trou d'eau. Gambusia, Germanella, Molly, Rivulus, tous ces petits poissons font le bonheur de Patrick. Rencontré par hasard dans la campagne, ce fourmilier, réfugié sur un poteau de clôture. C'est un animal qui se déplace lentement, grimpe aux arbres grâce à des griffes acérées et puissantes. Elles sont redoutables. Par contre, sa bouche minuscule et dentée abrite une longue langue qui rentre dans les fourmilières pour en extraire leurs habitantes. Un autre trou d'eau au milieu de la forêt visité par Patrick.
Celui-là est vraiment plus important. Nous sommes en fin de saison sèche, donc ces flaques ont leur volume minimum. En période des pluies, elles sont beaucoup plus vastes. La vie s'accroche dans ces mares pour attendre la saison nouvelle. Plusieurs espèces de cyclidés vivent dans cette région, en particulier des méquis, qui, suivant leur origine, sont plus ou moins beaux. Des xiphoéléries, assez colorés, les mâles ont des épées parfois impressionnantes. Et des mollies, et oui, des mollies, il y en a partout, mais assez peu colorés généralement. Voilà un mâle. Les femelles, quant à elles, sont complètement grises et beaucoup plus nombreuses que les mâles. Des Astyanax, c'est le caracidé universel rencontré partout. Torrents, rivières, mares. C'est encore un endroit où Patrick fait des pêches miraculeuses. Dans ces flaques d'eau, il vous pêche à mon plus grand étonnement plusieurs genres de poissons. Moi, je n'aurais jamais pensé ni osé donner un coup d'épuisette là-dedans. Notre ami Gaspard est à son affaire. Il avait trouvé quelqu'un aussi fou que lui pour pêcher et s'émerveiller de tous ces petits poissons, généralement sans couleur. Au hasard des promenades, nous avons rencontré souvent cette torquidée spectaculaire. Dans les marais, de nombreux palétuviers, aux formes si caractéristiques, s'accrochent dans la vase. Quel excellent repère forment les racines pour les poissons. À la moindre alerte, tout le monde se réfugie là-dessous. En période d'eau plus haute, Gaspard nous a dit avoir vu beaucoup de cyclidés ici. Maintenant que le marais s'est beaucoup réduit, il n'en reste que très peu. Soit ils se sont mangés entre eux, soit les oiseaux d'eau, ibis ou hérons, s'en sont régalés. Quantité d'oiseaux variés habitent ces marécages. Celui-ci a fait un nid balancé par le vent. Il y a des petits à l'intérieur, car il fait un va-et-vient incessant avec des bestioles dans le bec. Aussi, au milieu des palétuviers, ressemblant à une termitière, cette ruche sauvage, recouverte d'abeilles qui ont eu la bonne idée de ne pas agresser le visiteur trop curieux que je suis. Se déplacer dans cette boue est un sport rigolo. Inutile de vous dire que le soir, nous sentons la vase. Patrick fait des mesures dans toutes les stations où nous pêchons. Allez, Gaspard, encore un petit effort. Cette réserve de Chifterne est très belle, et grâce à Gaspard, nous en avons vu quelques-uns des points les plus intéressants. Malheureusement, cette région du Belize n'était pas très attrayante côté cyclidés. À part quelques Urophthalmus et méquis, il n'y avait pas grand-chose pour moi. Après cette séance humide, petit intermède entre deux pêches, pour vous montrer comment nous couchons, dans des hamacs. Le tout est de trouver deux arbres à la bonne distance. Je vais pouvoir faire une sieste agréable, mais c'est tout un art de se coucher dans un hamac.
qui est dommage, c'est la présence des moustiques. Mais nous avons tout prévu. Des moustiquaires empêcheront l'intrusion de toute bestiole. Cette petite mygale, découverte le matin sur le voilage, fait quand même une drôle d'impression quand on se réveille. Ces splendides toucans vivent aussi au Belize. Cela fait partie des oiseaux que j'aimerais bien avoir autour de ma maison. Un petit zoo nous permet de découvrir un curassow, puis cette cigogne à tête chauve. Celui-ci, le vautour-pape, est un charognard. Des aras que l'on peut parfois apercevoir dans la forêt. Un jaguarundi. Ce chevreuil de Virginie, en liberté dans le zoo, vit sur tout le continent américain. Les coatis, très habiles grimpeurs, vivent dans les arbres. Nous en avons aperçu brièvement une fois ou deux. Ils sont très difficiles à surprendre. Le singe araignée, très intéressé par les jumelles que lui tend un visiteur. Le coureur des bois. J'ai regretté de ne pas avoir un magnétophone pour enregistrer son chant délicieux. Un aigle. Un magnifique jaguar. Et puis, quelques iguanes. Au sortir de ce zoo, Patrick nous faisait arrêter dans toutes les petites rivières que notre route traversait. Et Dieu sait s'il y en avait. Le filet, quelquefois, faisait merveille. Nous retrouvions toujours nos méquis et Urosthalmus. Patrick était très satisfait car il pêchait de nombreux vivipares, comme cette belle molly toute mouchetée de noir et ramenée vivante jusqu'en Europe. Ces Belonesox, on les pêche très souvent, mais quant à les ramener vivants, c'est presque impossible. C'est incroyable ce qu'ils peuvent mourir facilement lorsqu'ils sont captifs. Des poissons-chats. Le véhicule de Gaspard, ce gros Dodge, nous a permis de circuler dans tout le Belize. Mais là encore, les routes n'étaient pas toujours extra. On s'est enlisé plusieurs fois. Et là, pas question de se faire aider par quelqu'un. C'était complètement désert. On s'est aventuré un peu trop loin, à la recherche d'une rivière prometteuse. La piste devenant de plus en plus molle, nous avons renoncé à continuer plus avant. Mais impossible de faire demi-tour. La boue empêchait toute manœuvre. Seule solution, faire 1 ou 2 kilomètres en marche arrière. De temps en temps, ça bloquait et il fallait une solide impulsion pour pouvoir redémarrer.
sont, une fois de plus, d'une mauvaise passe. Mais pas pour longtemps, c'est sûr. Il ne faut pas s'étonner qu'après un mois passé comme cela, nous maigrissions de plusieurs kilos. Des efforts démesurés avec une chaleur torride et une humidité maximum. Aussi, dès qu'on trouve un peu d'eau, ça fait du bien de s'arrêter. Cette petite rivière semblait intéressante. Avec l'eau trouble, la pêche au filet devrait être bonne. Mais impossible de savoir si l'eau était profonde ou non. Le moyen le plus sûr, allez voir. Il suffit de faire quelques pas pour se rendre compte du niveau et juger s'il n'y a pas trop d'arbres morts qui empêcheraient le passage du filet. Le fond paraît régulier et lisse, pas de problème. Pouf! Vous avez compris, impêchable. Descendant la côte du Belize, nous avons rencontré de nombreuses rivières, dont quelques-unes avec de l'eau assez claire. Le nombre d'espèces de cyclidés augmentait au fur et à mesure que nous descendions vers le sud. Au milieu, de milliers d'astianax, des synspilums pas très colorés, des spilurums en train de garder leurs petits. Jusqu'à maintenant, au Belize, nous n'avons pas fait de rencontres très intéressantes de cyclidés. Des salvinis. Quand, en nageant dans une rivière, une paire de poissons ne fuit pas, c'est qu'ils veillent des œufs ou protègent des jeunes. Cette carapace de tortue est le reste d'un repas. Le plastron avait été découpé. Les indigènes sont très amateurs de la chair des tortues. Les fonds ne sont pas d'une richesse extraordinaire, et ces gros galets ne sont pas très gais. Quelques trous assez profonds dans cette rivière, avec de grosses roches. Des gros synspilums évoluent, méfiants, inapprochables. Des bandes de mollies, composées de nombreuses femelles et d'un seul mâle. Quel vénard! Et des astianax. Il y en a partout. Et avec eux, nous terminerons cette petite promenade. Mis à part les petits poissons de Patrick, je n'ai rien trouvé de très nouveau au Belize jusqu'à maintenant. Mais nous avons appris, par des sources très sérieuses, qu'il y avait une rivière dans laquelle vivaient des pétanias rouges. Nous avons cherché des indigènes qui voudraient nous y emmener. Nous ne gardons qu'un matériel réduit au strict minimum. Ce minimum vous fera peut-être sourire, mais pour ramener des poissons vivants, il faut beaucoup de choses. Cela fait des années que je cours après ces poissons. 6 ou 7 ans auparavant, j'en avais vu dans le Rio Candelaria au Mexique, mais n'avais pas pu en ramener. J'y étais retourné plusieurs fois sans jamais en revoir. Pour moi, le pétania rouge est devenu un mythe, qui me fait courir, courir. Aussi, imaginez mon émotion de savoir qu'il y en avait par ici.
6 ou 7 ans, je n'ai jamais laissé une rivière sans demander aux autochtones « Y a-t-il des péténias rouges ?» Et les voilà peut-être si proches. Proches peut-être, mais très difficiles d'accès. Nous préparons une expédition pour atteindre une petite rivière à l'eau très claire, paraît-il. Mais pas de route pour y aller. Seule une pirogue étroite peut y accéder après de nombreuses heures de navigation. Sur cette petite pirogue, nous étions 6. Et avec tout le matériel, il ne fallait pas faire de gestes trop brusques. Après 3 heures de remontée de la rivière principale, il a fallu franchir des rapides. Et il fallait aider le moteur en se poussant avec les pagaies sur les rochers. Nos hommes connaissaient bien leur rivière, mais certains passages étaient impressionnants. Nous finissons par arriver à l'embouchure d'une rivière minuscule envahie par les arbres morts. L'eau est très claire, c'est notre rivière, mais 10 heures seront nécessaires pour arriver au campement. 10 heures de navigation à la pagaie, à se faufiler entre les branches, sous les branches. Il fallait parfois se coucher complètement dans l'embarcation tant le passage était bas. Nous avons fait un voyage absolument incroyable au milieu de cette végétation. Arrivé de nuit à une cabane de forestier et après un rapide repas le matin à base de manioc, nous allons découvrir les lieux de nos exploits futurs. Surprise, la rivière s'est considérablement élargie pour former un lac. De nuit, nous ne nous en étions pas rendus compte. Staline, à 30 degrés, quel plaisir. Et sitôt mis à l'eau, victoire, voilà mon fantasme. Un splendide exemplaire à me voir. Je n'en crois pas mes yeux. Je me suis tapi au fond de l'eau sans bouger, prêt à rester 3 minutes sans respirer s'il le fallait, mais surtout ne pas l'effaroucher. Je n'osais pas faire un geste. Le ronron de ma caméra l'intriguait. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau pour un aquariophile. Ça fait une dizaine d'années que je roule ma bosse dans toutes les rivières d'Amérique centrale, à la recherche des eaux claires dans les lacs et les torrents. Mais jamais je n'ai vu un lac aussi beau. Un aquarium hollandais encombré de Valisneria, Cabamba, Potamogeton, Nymphea. Mais tout le monde sait bien qu'un aquarium hollandais est incompatible avec de nombreux poissons. Eh bien, il faudra revoir nos conceptions. Elles sont fausses, car l'aquarium hollandais est là, encombré de gros cyclidés ultra colorés, mangeurs de plantes. Mais il y en a tellement qu'ils ne peuvent pas en venir à bout.
péténias. J'en ai vu des centaines de couples. Je suis au royaume des péténias. Harmonie avec ces péténias, des milliers de Saint-Spilum. Cette souche colorée de Saint-Spilum que je recherche aussi depuis si longtemps, elle est là, elle vient de cette rivière. Tout ce que je vois dans ce lac me rend complètement fou. Un couple de Saint-Spilum garde ses petits à côté d'un couple de péténias. Les petits se mélangeraient presque. De temps à autre se profilent des péténias rouges, mais la plupart ne sont pas courageux et fuient rapidement à mon approche. Dans la journée, j'ai vu au moins une dizaine de ces péténias colorés. Quel endroit fabuleux! Regardez ces plantes, regardez ces poissons. Ces Saint-Spilum ne se sauvent pas car ils gardent des jeunes. Il suffit de soulever une ou deux plantes pour les découvrir. Les méquis aussi sont en période de frai. Il y en a partout avec leurs petits. Au Belize, jusqu'à maintenant, j'avais été déçu par les poissons rencontrés. Mais alors, ce voyage, ce lac, était au-delà de toute espérance. J'ai passé ma journée, la caméra à la main, à admirer cette nature vierge. J'ai aussi surtout recherché un couple avec des péténias rouges pour pouvoir ramener les jeunes, les adultes ou subadultes ne se transportant pas bien du tout. En raison du nombre de couples que je rencontrais, je devais bien finir par trouver un couple avec au moins un des parents rouges. Les Saint-Spilum aussi m'ont étonné. Il n'y en avait pas deux exactement semblables. Leur rôle changeait beaucoup suivant les individus. Me voyant si enthousiaste, Nicole a voulu venir voir ce qui se passait là-dessous. Sitôt à l'eau, elle poussait des cris dans son tuba à chaque fois qu'elle découvrait un nouveau couple avec sa famille. Je ne pouvais plus la faire sortir de l'eau. Les plantes étaient splendides. Pas une algue ne venait les salir. Malgré une lumière maximum dans cette eau à 30 degrés, je n'ai pas quitté mon masque de toute la journée. Bien qu'avec une température élevée, une combinaison est nécessaire si l'on veut rester très longtemps dans l'eau. Sinon, au bout de 2 ou 3 heures, on a vraiment froid. Aussi, tout le jour, j'ai nagé partout, sur les bords, au milieu, là où il y avait du courant, là où il n'y en avait pas, toujours à la recherche de mon couple de péténias rouges. Vu le nombre que l'on apercevait, environ 1 sur 1000, j'avais une petite chance de trouver un couple dont un des partenaires serait coloré. Les chances de trouver un couple avec les 2 partenaires rouges est quasiment nulle, tant ils sont rares. Les heures passaient, mais la chance ne me souriait pas. Celui-ci, nous l'avons capturé de nuit, la veille, en arrivant avec le bateau, et après avoir passé quelques heures dans un seau, il a rendu l'âme. Les péténias sont des poissons difficiles à ramener vivants. Il faut trouver des tout petits ou même des alevins. Dès qu'ils grandissent, il est illusoire d'espérer les conserver longtemps.
celui-ci est encore bien pâle. C'est un jeune qui fuit à toute vitesse. Les synspilums, il y en a qui sont plus jaunes que d'autres ou plus orangés. Certains sont vraiment splendides. Deux couples encore qui voisinent, mais qui est synspilum? Tout le monde fait bon ménage. Il y a tellement de poissons qui se reproduisent au même moment qu'ils sont bien forcés d'accepter la proximité des autres. Amis aquariophiles, si un jour vous pouvez aller visiter ce coin, ne le manquez pas. C'est très difficile pour y parvenir, mais vous serez récompensé de vos peines. Jamais je n'ai vu un endroit aussi intéressant. Il fallait bien manger un peu et se nourrir sur les terrains. Nos amis bélisiens ont capturé quelques beaux mâles péténias qu'ils nous ont fait griller. Les péténias, à côté de ceux qu'on rencontre couramment dans les rivières du Guatemala ou du Mexique, ont des couleurs plus vives. Il en est de même pour les Urophthalmus. Encore un fuyard. Décidément pas très courageux, ces péténias rouges. Pour en filmer un ou deux de près, c'est difficile. J'ai eu de la chance au début, en me mettant à l'eau, d'en trouver un qui était très complaisant. Un couple qui ne fuit pas. On est sûr qu'il y a des jeunes. De nombreux exemplaires de ces péténias ont des taches rouges sur la bouche ou les opercules. Urophthalmus, ça veut dire œil jaune. Son nom lui a été bien donné. C'est bien ses yeux que l'on voit en premier quand le poisson est dans le sombre. Encore des synspilums avec une livrée différente de celle qu'on leur connaît habituellement. Nos bateliers bélisiens capturaient à chaque fois qu'ils le pouvaient ces tortues colorées, espèces proches des tortues de Floride. Ils en sont très friands. Je n'ai toujours pas trouvé de couple de péténias avec un exemplaire rouge. Le soir arrive trop vite. Je n'exagère pas quand je pense avoir vu au moins 1 millier de couples. Patrick de Rame, lui, a eu de la chance de trouver une femelle rouge en train de garder ses œufs, ce qui démontre que cette couleur n'est pas l'apanage des mâles. Mais pas question de ramener des œufs quand on voyage. Ce sont des alevins que je voudrais trouver. Encore quelques instants avant que le soir tombe. Quand je trouvais de très beaux synspilums, je m'arrangeais pour capturer quelques jeunes. Ils sont difficiles à capturer, ils sont très dégourdis et fuient devant les puisettes. Finalement, la nuit est tombée. Nous devions quitter ce paradis le lendemain à l'aube. Une journée entière de pirogue est nécessaire pour retrouver la civilisation. J'étais très déçu. Depuis des années que je cours après ces péténias rouges. Je finis par les trouver et ne peux pas les ramener. C'est le petit matin, nous rentrons. Nos piroguiers nous arrêtent une fois ou deux pour pêcher quelques poissons à ramener, mais surtout pour rechercher des tortues. En effet, vivent ici de grandes tortues blanches, et dans cette eau claire, elles sont assez faciles à découvrir. Ils les vendent à leur retour. C'est un mets très estimé.
En peu de temps, ils en ont capturé 2 ou 3. Nous ne sommes pas là pour leur faire de la morale ou donner des conseils qu'ils n'écouteront pas. C'est un spectateur un peu triste que nous voyons ces bêtes capturées. Il faut prendre bien garde de ne pas se faire prendre une main, car elles ont un bec redoutable. Nous profitons des quelques minutes qui nous restent pour plonger un peu, admirer quelques beaux couples de poissons, comme ces méquis. Avec toujours un petit trouble au cœur, un peu d'amertume de n'avoir pas trouvé ce que nous recherchions. J'ai ramené des jeunes en quantité, des jeunes saint-spilum, des jeunes péténias, des jeunes europhthalmus et autres. J'en avais des boîtes et des boîtes qui commençaient à alourdir la pirogue. Et puis tout à coup, à quelques mètres du bateau, qui ne se sauve pas, un péténia rouge énorme. S'il ne fuit pas, c'est qu'il a des jeunes. Youpi! Ça y est, on le tient. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau! Il est marié avec une femelle de teinte normale, mais il ne faut pas espérer mieux, ils sont tellement rares. C'est le couronnement du voyage. Le gros mâle est d'un rouge éclatant, gardant ses petits. Des années de rêve pour en arriver là. Mais revenons à la réalité. Il y a des milliers de jeunes. Ils sont encore minuscules. Ils doivent être à 2 ou 3 jours de nage libre, pas plus. C'est bien juste, je les aurais préférés avec 10 ou 15 jours de plus. Pour les ramener, ça va être très délicat. Il n'y a pas le choix, nous allons tenter notre chance. J'ai tout le loisir pour les filmer. Ils s'habituent à notre présence et ne cherchent pas à se cacher. Oh, mon beau péténia rouge, mon péténia du Belize, enfin je t'ai, enfin je te vois. Et te rencontrer dans ce paradis aquatique, quel plaisir. Me voilà un cyclidophile heureux. C'est l'instant historique de la capture de ces jeunes alevins que je vais ramener soigneusement dans mes boîtes en plastique. J'en ai capturé beaucoup et ils sont tous arrivés vivants. Il a fallu se donner beaucoup de mal pour ce résultat. Faire éclore des artémies en voyage n'est pas une petite affaire. Les nourrir 2 fois par jour dans leur boîte, changer l'eau aussitôt après pour qu'il n'y ait pas de pollution. Nous retrouvons les mêmes difficultés au retour pour franchir les obstacles. Voyage inoubliable, le cœur en fête, la tête pleine de souvenirs et d'émotions. Nous avons fait une partie du trajet à la nage, porté par le courant, devançant la pirogue, souvent bloquée par les arbres. Palme aux pieds, nous avons parcouru plusieurs kilomètres, rencontrant beaucoup moins de poissons dans la rivière que dans le lac. Nous
nous espérions voir quelques jeunes crocodiles fuyant devant nous, mais nous n'avons pas eu cette chance. Le niveau de l'eau ayant dû baisser de quelques centimètres, la pirogue n'a jamais voulu passer par-dessus ce tronc d'arbre. On a beau pousser, tirer, mettre le moteur en marche, la pirogue était en balance sur le tronc. Nos bateliers nous ont armés de gros bâtons pour que tout le monde participe à la fête. Finalement, après une demi-heure d'effort, elle a consenti à bouger un peu et gagner quelques centimètres. C'est bon signe. Ça y est, ça se libère. La dernière secousse nous fut fatale. Inutile de vous décrire les réjouis de nos gens. Nous avions une sacrée fringale sur ce bateau, et ce gros canard qu'ils avaient tué au fusil et fait boucaner sur le feu a été le bienvenu. Le moral était au beau fixe après la capture de ces petits péténias. Et pour finir, pour vous montrer que j'aurais bien réussi au cinéma, je vous dis au revoir mes amis.